voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. De la surface des océans aux entrailles rocheuses de la Terre, la gravité modèle tout. Cette force de la nature qui nous maintient tous au sol est un point de référence essentiel pour la vie. La gravité donne l'impression d'être attiré vers le bas. Quand on dit vers le bas, on indique le sens de la gravité. On ressent la gravité comme s'il s'agissait d'une force d'attraction constante, mais si à un endroit donné on ajoute une masse ou qu'on la retire, le signal gravitationnel subit une variation. Faible mais mesurable, c'est un casse-tête pour la science. Depuis 20 ans, je dirais, les scientifiques rêvaient d'une mission qui leur donnerait une carte du champ de gravité en haute résolution. La gravité peut varier de différentes manières, au fil du temps sous l'effet des mouvements de masse, ou alors d'un endroit à l'autre. En réalité, il y a différentes densités, différentes matières sur notre planète. Ça se traduit par des creux et des bosses dans le signal gravitationnel. Voici la Terre comme elle est vue par un satellite scrutant la gravité. Sa forme est pour le moins étrange. 300 ans après la contemplation par Isaac Newton d'une pomme tombant d'une branche, ces étudiants près de Trieste, dans le nord de l'Italie, sont eux aussi aux prises avec la gravité. Le lieu est idéal pour leur étude parce que dans le sous-sol se trouve une immense grotte. Du fait de sa présence, la gravité est légèrement plus faible. Par exemple, si on garait ici une voiture d'1 tonne, elle pèserait 5 grammes de moins qu'ailleurs. La grotte Grotta Gigante représente une perte de masse parce qu'il y a sous nos pieds une large cavité. Et c'est ce qui nous donne un signal gravitationnel intéressant. Moins de roches sous nos pieds, cela signifie moins d'attraction terrestre. Mais la grotte n'est pas le seul élément qui influence le champ gravitationnel local. On a fait 3 mesures en une demi-heure et les étudiants s'interrogent. Pourquoi nous observons un changement dans la gravité alors que nous sommes assis au même endroit ? La réponse, c'est que celle-ci change parce qu'il existe des marées terrestres. Donc la Lune et le Soleil agissent sur le champ de gravité. Et la Terre réagit de manière élastique à ces variations de gravité et à ces déformations. Seule façon d'avoir une vision d'ensemble du champ de gravité terrestre, nous rendre dans l'espace. C'est tout l'objet de la mission du satellite Gotche de l'Agence spatiale européenne. Ce panorama élaboré à des centaines de kilomètres d'altitude offre aux géologues une vue sans précédent sur l'intérieur de notre planète. En étudiant les données de Gotche sur la gravité, les spécialistes comme Carla Breitenburg relèvent les indices de la structure et de l'histoire de la Terre. Voici un morceau de roche sédimentaire. Il y a un fossile à l'intérieur, sa densité est faible. Prenons un morceau de roche magmatique, c'est un basalte. On sent que c'est plus lourd, c'est caractéristique d'un environnement volcanique. La troisième pierre que j'ai apportée, c'est une roche métamorphique, ce qui veut dire que celle-ci et la précédente ont subi une très forte élévation de température et de pression. La roche a été cuite et on obtient une densité encore plus grande. C'est ce genre de roche que l'on veut trouver quand on analyse les mesures réalisées par Gotche. Grâce à ces informations sur la gravité, on peut détecter la présence éventuelle de roches intéressantes comme du minerai de fer. On peut aussi savoir jusqu'à quelle profondeur les racines des chaînes montagneuses s'enfoncent dans la croûte. L'épaisseur de la croûte terrestre varie, entre près de 7 km dans l'océan, c'est l'endroit où c'est le plus fin, et environ 70 ou 75 km au niveau des montagnes, comme les Andes ou au Tibet. La mesure de l'attraction gravitationnelle terrestre peut aussi nous apprendre beaucoup sur les océans. Leurs eaux sont soumises à la gravité sous l'influence des concentrations de masse dans la croûte terrestre. Mais elles subissent aussi des courants et des marées. L'objectif est de comprendre la relation entre ces deux aspects.
La distribution de masse dans notre Terre, qui détermine notre champ de gravité, est constante en comparaison d'un courant océanique qui bouge plus vite. Quand on dit constant, c'est sur une échelle de nombreuses années, de nombreuses décennies, de centaines de milliers d'années, tandis que les courants océaniques fluctuent davantage. Quand on connaît le comportement du champ de gravité, on peut voir l'effet des courants océaniques, qui est compris environ entre 40 et 80 cm, en plus des ondulations gravitationnelles. C'est ce que nous voulons mesurer et ce dont les océanographes ont besoin pour leur modèle de climat. Les données sur le champ de gravité collectées par le satellite Gotche reviennent sur Terre ici, au centre ESRIN de l'ESA près de Rome. Les scientifiques chargés de les regrouper comptent bien proposer à leurs collègues des informations de la meilleure qualité possible et pour cela, il faut réduire les distances. On est actuellement en train d'abaisser l'orbite de Gotche pour le rapprocher le plus possible de la surface de la Terre, de manière à augmenter la sensibilité de l'instrument qui mesure le champ de gravité terrestre. Gotche a toujours suivi une orbite plus basse que les autres satellites, à environ 268 km au-dessus de nos têtes, mais aujourd'hui son altitude est seulement de 237 km. Un niveau où l'appareil vient rencontrer le bord extérieur de l'atmosphère. Celle-ci peut devenir assez imprévisible sous l'influence de l'activité du Soleil. Mais à cette altitude particulièrement basse, la traînée aérodynamique agit de manière importante sur l'orbite du satellite. C'est pourquoi on a une propulsion ionique à bord de Gotche qui compense la traînée aérodynamique impactant le satellite. L'un des objectifs ultimes de la mission est d'améliorer les connaissances sur le géoïde, cette sorte de carte de la gravité terrestre. Cette vue étrange, biscornue et théorique de la Terre est étudiée depuis longtemps ici au Centre de recherche allemand pour les géosciences à Potsdam. Depuis 1995, ces scientifiques ont lancé des satellites dans l'espace pour mesurer la gravité. Mais déjà, en 1892, ils observaient le champ gravitationnel terrestre. Ils utilisaient un pendule très précis dans une pièce équipée d'un chauffage au sol et de vannes pour contrôler la température. L'histoire, c'est que nous avons un pendule qui se balance en gros avec une période d'1 seconde et une longueur d'1 mètre dans une chambre sous vide. Et à partir de cette longueur et de la période du balancement, on peut établir la valeur de la gravité de manière très précise. C'était la valeur de référence que nous avons utilisée pendant près de 70 ans, au siècle dernier. De nos jours, on utilise des systèmes de satellites comme la mission GRACE, GRACE pour Gravity Recovery and Climate Experiment. Et ce qu'on mesure, ce sont de tout petits changements dans la distance entre les deux satellites. Alors que le premier est attiré vers le système terrestre au niveau du second, on n'a pas la même observation actuellement. Les deux satellites GRACE n'ont pas une résolution aussi élevée que d'autres, mais ils offrent quelque chose d'unique, chaque mois, une vue d'ensemble du champ de gravité. Ingo Sasgen a utilisé ces données temporelles pour observer la fonte de la calotte glaciaire au Groenland au cours des 10 dernières années. On peut voir deux choses. La première, c'est qu'il y a un cycle saisonnier. Mais on constate aussi sur une période de près de 10 ans que les couleurs bleuâtres commencent à dominer. Ce qui veut dire que la masse de la couche de glace est moins importante qu'avant. La gravité est un révélateur très précis et très exact des variations de masse. Et je pense que quand on voit ces images-là, il ne fait aucun doute que la couche de glace du Groenland perd de la masse. Et on peut quantifier ça avec précision. Mesurer la direction et la force du champ de gravité terrestre depuis l'espace peut nous permettre non seulement d'évaluer les changements climatiques, mais aussi de voir en profondeur à travers la croûte jusque dans le manteau.
La grande innovation de Götzsche, c'est que pour la première fois, on peut observer le champ dans son ensemble, avec une précision et une résolution suffisamment bonnes pour voir les variations de masse liées à la structure géologique. La quête du géoïde le plus exact possible, cette carte de la gravité terrestre, est essentielle pour tenter de résoudre des questions complexes en matière d'observation et de navigation. C'est très important parce que ce niveau sur la carte, cette surface, est notre surface de référence qui définit notre monde, qui dit ce qui est le haut ou le bas, quelle est la référence pour établir des altitudes. Par exemple, quand on veut connaître l'altitude de l'Himalaya, on mesure la distance entre le niveau moyen de la surface de la mer et le sommet des montagnes. Toutes les filières des sciences de la Terre dévorent avec appétit les informations sur la gravité. La science ne connaît pas de fin. Alors bien sûr, on regarde vers l'avenir. On discute aussi avec nos collègues de la NASA, par exemple, pour savoir si nous lançons une mission commune, parce que la NASA aussi travaille sur le champ de gravité pour mesurer de manière très précise la masse de la glace au niveau des pôles. Et on est en discussion pour savoir si on mène une mission commune qui prendrait le meilleur des deux concepts de satellites pour améliorer l'observation du champ de gravité à l'avenir. La gravité causera bien sûr la chute de Götzsche à la fin de sa mission lors de son retour dans l'atmosphère. Le satellite laissera derrière lui un aperçu inédit de l'emprise du champ gravitationnel terrestre.